Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission, la vôtre surtout. Ce soir, notre invité du jour est artiste. Il est peintre, poète et surtout réalisateur. Si réaliser un film, c'est dépeindre le réel, alors lui, il a trouvé la recette secrète. Il jette un regard limpide sur les faits de société et les rend plus vivants que jamais. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Marvin Nyombe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes né le 23 mars 1984 à Colombes, dans le 92. Un petit garçon dans une bulle, amoureux des animaux, très ouvert sur la nature et les documentaires. L'amour du dessin est arrivé très tôt chez vous. Après quelques allers-retours entre le Cameroun, Paris, États-Unis et la Guyane, licence d'anglais en poche, vous intégrez l'enseignement. Mais la soif d'apprendre est beaucoup plus forte. Vous quittez l'enseignement pour vous former dans une école de cinéma à Paris pendant 2 ans. C'est le décès de votre père qui vous a motivé à faire ce que vous aimez le plus. C'est donc avec la rage au cœur que vous vous tournez exclusivement vers l'art du cinéma, de la poésie et de la peinture. Votre premier court-métrage, Panga, a reçu le prix du jury et du public au festival Prix de Court en 2015. Votre deuxième court-métrage, Le goût du calou, devenu un support de sensibilisation contre le phénomène des mules, verra le jour en 2017. Vient ensuite Le voile, qui parle d'inceste. La Guyane pourra apprécier une nouvelle création puisque vous êtes en train de finir les dernières petites retouches de votre film « Parce que je t'aime », film dans lequel nous pourrons voir l'artiste Lovaja. Merci encore d'être avec nous, Marvin Nyombe, sur ce plateau et de venir partager avec nous un peu de votre vie. Et justement, on commence par un souvenir avec l'invité pour qu'il nous dise un peu quel est le souvenir le plus marquant de votre vie, Marvin Nyombe. Le souvenir le plus marquant de ma vie, c'est la naissance de mes filles. La première en 2016 et la dernière cette année. Et pourquoi? Bon, on peut imaginer pourquoi en tant que parent, mais pourquoi ce choix? Parce que tout simplement, ça m'a mis face à une réalité. Je me suis dit, ah ben tiens, j'ai une autre partie de moi, mais qui n'est pas moi. Et en plus, ce sont des filles. Donc il va falloir que je leur donne de belles armes. On est plus sévère par rapport aux filles que par rapport aux garçons en tant que père? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Là, vous connaissez les hommes et vous avez peur pour elles? Non, pas du tout. Comme on dit ici, on ne fait pas des enfants pour soi. C'est juste que ce monde laisse peu de place aux femmes. Et voilà, il faut qu'elles soient accrochées. Donc je vais faire en sorte que ce soit le cas. Vous avez 2 filles, donc de 2016-2019. Elles sont nées, elles sont toutes petites. Orisha, si je prononce bien, et Swahili. Exactement. Pourquoi ces 2 prénoms? Parce que déjà, c'est des jolis prénoms. Et puis, je voulais des prénoms qui soient en rapport avec le continent africain. Et je voulais un petit peu casser ce qu'on entend habituellement, en fait. Qu'est-ce qu'on entend? Des prénoms qui sont plutôt européanisés. Et je pense que c'est important pour la construction de soi de renouer un petit peu avec les origines africaines. Et Orisha, qu'est-ce que ça veut dire alors? Les Orishas, ce sont des divinités Yoruba qui sont priées sur le continent africain et qui ont été aussi amenées pendant la période d'esclavage par les esclaves au Brésil et à Cuba. Et jusqu'à maintenant, les Orishas sont priés dans le candomblé brésilien et dans la santeria cubaine. Ce sont des divinités. Et Swahili, donc c'est une langue d'Afrique de l'Est. Les Yoruba qui sont un peuple que l'on peut retrouver notamment en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous êtes un prince d'Afrique, vous diriez ça? Bien sûr. De quelle manière? De quelle manière? Je considère, j'ai vraiment une haute opinion de ce continent, d'ailleurs tout le monde, pour des raisons diverses. Mais voilà, je suis enfant d'Afrique et si l'Afrique c'est ma reine, voilà, je suis un prince d'Afrique. Justement, il y a ce pendentif énorme. Est-ce qu'on peut l'appeler un pendentif avec cette taille déjà? Ça vient d'où? C'est quoi son histoire? Alors, son histoire dans les détails, je ne l'ai pas. Mais il m'a été ramené du Burkina Faso. Et au-delà de son histoire dans le détail, je pense que le fait même de porter quelque chose qui vient de là-bas et qui renvoie une certaine image, c'est en soi déjà assez parlant en fait. Votre père est d'origine camerounaise et vous m'avez parlé du complexe qu'on peut avoir de dire qu'on est d'origine africaine. Même si connaissant l'histoire d'ici, il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles qui descendent d'Afrique forcément à cause de ce commerce triangulaire malheureux qui fait que la Guyane fait partie de ces territoires français qui a une histoire de l'esclavage très importante. Pourquoi est-ce que c'est difficile, selon vous, de dire qu'on est d'origine africaine aujourd'hui? C'est pas que c'est difficile, mais je vais prendre le cas de la Guyane, puisque nous sommes en Guyane.
En Guyane, beaucoup de gens essayent de repousser cette partie d'eux-mêmes. Pourquoi? Les Afro-Guyanais, je vais dire les Afro-Guyanais, je vais mettre de côté les Bushinengués. Les Afro-Guyanais, de façon générale, semblent avoir une idée erronée ou une vision erronée de ce que c'est qu'être un Africain. Et souvent, on va entendre des paroles dures et des paroles dans lesquelles dire à quelqu'un qu'il est africain ou haïtien, c'est envoyer l'insulte suprême. Et voilà, ces mêmes personnes-là vont voir un Guyanais aux origines asiatiques. Il pourra vivre 80 ans en Guyane. Les gens vont toujours dire c'est un Chinois. Dans ce cas-là, pourquoi ce ne serait pas le cas pour... Pourquoi les gens ne se définiraient pas comme étant des Africains, tout simplement. Donc voilà, après, la notion d'Africain peut être à plusieurs niveaux. Mais si on parle de l'apparence et de la génétique, les Afro-Guyanais sont des Africains. Et qu'ils le veuillent ou non, même dans leur attitude, dans tout ce qu'ils font, ils sont africains. Il y a ces affres, on peut dire ça un peu, de ce complexe de venir d'Afrique qui existe, c'est-à-dire le blanchiment de la peau, les défrisages et autre chose. Certaines personnes disent que c'est des conséquences de ce complexe qu'on a de venir d'un continent, celui de l'Afrique. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans cette position? Je pense que oui, puisque la colonisation a été bien orchestrée. Le travail, si j'ai un truc que je peux concéder, c'est que le taf a été fait, le travail a été fait. Et le fait de vouloir à tout prix répondre à certains critères basés sur la couleur de la peau et les différentes teintes, la texture du cheveu, etc., c'est forcément des... Mais les Blancs, eux aussi, passent au rayon UV pour avoir l'air plus sombre. Et par coquetterie, on peut vouloir avoir les cheveux plus lisses, tout simplement. Sauf que l'histoire, on la connaît. Bien entendu, on peut par coquetterie vouloir se défriser. Moi, vraiment, les gens font ce qu'ils veulent. Mais il n'empêche que l'histoire, on la connaît. Et on sait très bien que, de façon générale, les gens essayent de se blanchir la peau ou se défriser les cheveux. Pour le blanchiment de la peau, c'est bien plus brutal. Le défrisage, parfois, c'est juste que leurs parents leur ont appris à se défriser les cheveux. Et pas autre leurs chose. parents avant, etc. Et parce qu'il y a une origine. Tout ça, c'était pas par coquetterie. C'était parce qu'il y avait un contexte qui faisait que le cheveu crépus n'était pas beau, peut-être. Était renvoyé à l'africanité qui, elle, était à cacher, en fait. C'est le moment de passer dans l'émission au livre. Et justement, avec ce livre, on va pouvoir continuer à parler de ça. C'est quel livre que vous avez choisi de partager avec nous dans cette émission? Alors, j'ai choisi le livre Crépuscule du tourment. Voilà. De Leonora Miano. Exactement. Et pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Alors, j'ai un gros défaut, c'est que je ne lis pas assez. Et il n'y a pas longtemps, je me suis dit qu'il fallait absolument que je remette le nez dans les bouquins. Et j'avais envie de commencer par quelque chose qui me parlerait. Un ami qui était de passage dernièrement, Carlos Moore, qui est ethnologue, m'a parlé de cette personne et m'a conseillé de lire ses livres. Il m'a parlé de cette personne qu'il connaît personnellement. Et à côté de ça, on va dire que le hasard ou la vie a fait que quelqu'un me l'a offert. Et donc, du coup, voilà, j'ai commencé à le lire. Et j'aime le positionnement, de l'auteur du livre, tout simplement. Ça parle de l'histoire de 4 femmes, mères, femmes et sœurs aussi, qui parlent à un homme. Ça se passe en Afrique subsaharienne, au Cameroun peut-être. Et c'est l'histoire de femmes qui parlent à un homme. Vous avez 5 femmes dans votre vie, 2 filles, une femme, votre sœur et votre mère. Quelle place elles occupent dans votre vie, en tout cas dans ce que vous êtes? Alors, j'en ai beaucoup plus. Encore plus? Ah, moi j'en connais 5. J'en ai beaucoup plus. Mon père a eu 7 enfants, oui. 6 filles, 1 garçon. D'accord, quand même. Donc, et vous êtes le seul garçon, du coup? Si c'est mon père, oui. Oh là là. Donc voilà, j'ai toujours été entouré de sœurs. Dans ma scolarité, j'ai toujours été entouré de filles, de femmes plus tard.
Et du fait que, enfin par rapport au fait que ce soit 4 femmes qui s'adressent à un homme, j'ai trouvé l'approche pas mal en fait. Pas mal parce que toute ma vie s'articule autour des femmes que je côtoie, pour plein de raisons et à plusieurs niveaux. Et voilà, d'avoir un livre où on a quatre femmes qui s'adressent à un homme, j'ai trouvé ça, ouais, vraiment. Et dans le fond, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un questionnement, un questionnement sur la place de la féminité. La place de la féminité, pas du sexe féminin, de la féminité dans la vie d'un homme. Et voilà, déjà pour ceux que j'ai lus, c'est ce qui m'est resté. On posera les questions lorsque je serai arrivé au bout du livre. Mais déjà, le positionnement m'intéressait. Ben, j'y tiens, moi. Et justement, dans cette émission, on pose une question à l'invité sur son coup de cœur. Et ce coup de cœur, c'est une femme, pour vous. Mon coup de cœur, ma grande sœur. Oui. Michaëlle Goyangan, directrice du conservatoire et également deuxième membre du duo Amazon, flûtiste. Pourquoi avoir choisi votre sœur comme coup de cœur? Parce que ma sœur, pour moi, c'est un ovni. C'est un ovni dans sa façon de penser, de faire les choses. Elle est très clairvoyante. Elle est d'une intelligence sans nom. C'est vraiment pas parce que c'est ma sœur. Hein. Je l'aurais croisée. Ça n'aurait pas été ma sœur, j'aurais été voilà, sans mots. Enfin, dans tout ce qu'elle fait, la musique, tout, sa façon, même dans sa façon de râler, elle est atypique. Même dans sa façon de rigoler, elle est atypique. Comment vous étiez quand vous étiez tout petit avec elle? Vous avez deux ans de moins qu'elle, hein? Exactement, oui. Ça arrivait qu'on se batte. Je peux comprendre. Et c'est toujours elle qui gagnait. Je peux comprendre aussi. Les filles sont plus Je donnais des coups, elles m'en donnaient un, je pleurais. Oui. Ouais. Et pourtant, c'est votre grande sœur, vous la portez dans votre cœur et aujourd'hui encore, elle vous soutient dans ce que vous faites? Bien sûr, bien sûr. Ma sœur m'a dit un jour que l'art, c'était l'absence de peur. C'est resté, ça m'a choqué en fait. L'art, c'est l'absence de peur et je crois que c'est ce qui m'a accompagné dans toutes les étapes de cette vie artistique que j'ai commencé à embrasser il y a quelques années. Et pourtant, quand on fait de l'art, il y a beaucoup de peurs qu'on peut avoir, la peur du jugement, la peur de ne pas être accepté par rapport à ce qu'on fait. Et malgré tout, aujourd'hui, vous avez peur ou pas? J'ai tout le temps peur. J'ai tout le temps peur parce que je sais très bien que faire de l'art, enfin, je dis que je sais très bien. Pour moi, faire de l'art, c'est poser un regard et laisser une trace. En y réfléchissant, je pense que ma peur vient de la notion de limite, de fin. Ça inclut plein de choses. Ça inclut la mort physique, ça inclut, voilà. Et oui, il y a plein de peurs, mais en même temps, il faut oser faire les choses. Il faut oser dire les choses, les montrer. C'est ça, l'art, s'exprimer, même lorsque le contexte n'est pas favorable à l'expression. Philippe Passon, réalisateur également comme vous, que nous avons reçu il y a quelque temps sur ce plateau, disait qu'il était artisan réalisateur. Et dans artisan, on peut entendre le mot art aussi. Est-ce que vous vous considérez aussi un peu comme un artisan, un artiste? Oui, parce que au-delà du métier de réalisateur, on donne un point de vue, on compose, on met de son identité, de son ADN, de son avis, de ce qu'on est. Donc oui, on est artisans, nous sommes des artisans réalisateurs. C'est le moment venu dans l'émission. Je voulais vous poser encore une question sur cette rubrique, mais on continue. 26 minutes, là on est encore à 10 minutes de l'émission, on aura le temps de discuter. Une citation dans notre livre d'or pour nous permettre de continuer à discuter, à vous connaître davantage. Je vous laisse l'écrire. Et justement, c'est une citation, vous m'avez donné le petit secret, c'est
En rapport avec la créativité, en rapport avec l'art en règle générale. Et donc, c'est une citation de vous. Quelle est cette citation ? Cette citation, c'est que la créativité est une belle et insolente immortelle dont l'ADN est fait d'idées. Cette téméraire ne peut être ni domptée, ni aliénée, ni feinte. Bon, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Souvent, lorsqu'on crée, lorsqu'on a une idée, il arrive qu'on croise le chemin de personnes qui n'arrivent pas ou pensent ne pas réussir à produire leurs propres idées. Et ça arrive que ces idées-là soient bloquées, que ces personnes essayent de bloquer les idées, de les voler, de se les approprier. Et moi, je considère que, quel que soit ce que les gens feront, ils ne pourront jamais faire taire ce qui pousse un artiste à s'exprimer. Donc on ne peut pas faire semblant d'être artiste ? On ne peut pas faire... En fait, on ne peut pas copier. On peut s'inspirer d'eux. Il ne faut pas copier. Il faut exister par soi-même. Donc non, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas maîtriser, enfin la créativité, on ne peut pas la maîtriser, la mettre sous cloche, sous cage. Et voilà, souvent je pense que les artistes, ou même enfin, les personnes qui regarderont l'émission vont peut-être trouver un écho. Souvent on a des projets, et ces projets-là sont bloqués, freinés, mis dans un trou noir aux oubliettes. Par qui ? Par soi, par d'autres ? Non, par des gens qui sont à des postes clés et qui ont le droit de vie ou de mort sur des projets. Qui croient avoir le droit ou qui ont le droit ? Qui ont le droit dans un contexte, dans une société qui les place, voilà, avec les codes de cette société-là. Ces personnes-là, si elles réussissent à le faire et qu'elles le font pendant X années sans être arrêtées, c'est qu'en quelque part, dans leur monde, elles ont le droit. Mais est-ce qu'on peut contourner ces personnes ? Bien sûr. Dans votre position ? Ah mais bien sûr. Bien sûr. Dans ma position, je pense qu'il faut faire les choses. Aujourd'hui, on a Internet. On a Internet, on a accès à des informations qu'il n'y avait pas il y a X années. On a accès à un réseau. Et il faut arrêter de penser qu'on a forcément besoin d'approbation pour avancer. Effectivement, on sera peut-être freiné, ça va peut-être prendre plus de temps. Mais il faut arrêter de penser. J'ai été au Cameroun il y a 2 ans. J'ai vu des réalisateurs faire des choses et il n'y avait pas... Voilà, ils n'avaient pas de moyens, mais ils y allaient. Il n'y avait pas de moyens, mais ils y allaient. Et il faut y aller, en fait. Il faut y aller. Votre film, Le goût du calou, est désormais un film projeté au Cameroun, justement, en Guadeloupe, à Paris, dans les prisons, support de sensibilisation contre le phénomène des mules. Ça représente 10% le phénomène des mules, 10% des 9 tonnes de cocaïne qui ont été saisies par la douane française en 2017, donc pas grand-chose a priori, mais ça commence à exploser depuis ces derniers temps. Comment est-ce qu'on fait pour préparer un film comme ça ? Quand on voit la bande-annonce, on a vraiment l'impression que vous êtes dedans, vraiment dedans. Comment on fait pour préparer ça ? Pour préparer un film comme ça, ça dépend. Ça dépend. Est-ce qu'on est dans une situation où on a le confort de pouvoir sortir le nerf de la guerre pour faire le film, ou bien est-ce qu'on se dit, on y va et on essaye de convaincre les gens de nous suivre ? Voilà, ça dépend de comment on se positionne. Pour Le goût du calou, ça a été la deuxième option. Ça a été, faire les choses et demander aux techniciens, aux acteurs, de bien vouloir suivre en mettant de côté l'aspect financier, tout simplement. Donc, voilà. Il y a un dernier film qui va bientôt sortir, en cours de finition. Ça s'appelle Parce que je t'aime, avec Gérold Poloni, alias Lovaja, en tête d'affiche, aux côtés de Mirella Torvik. Sans déflorer l'intrigue, c'est quoi ? De quoi ça parle ? Je pense que lorsqu'on regarde l'affiche, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Est-ce que j'ai besoin de rajouter une phrase ? D'amour et de sang ? Je pense que l'affiche, elle dit, ça traite de violence conjugale. Ça traite de violence conjugale et ça parle tout simplement d'une histoire de trop, d'un cas de trop. Voilà. C'est le moment venu, dans cette émission, de faire parler une personne très discrète.
Vous l'avez sollicité plusieurs fois pour intervenir dans vos films, mais il n'a jamais vraiment voulu. Et aujourd'hui, elle a fait une entorse à sa règle, une règle qu'elle a toujours appliquée. Et elle veut vous dire quelques mots. On va l'écouter. Marvin, c'est quelqu'un de très calme, qui pense beaucoup et qui ne parle pas beaucoup. Mais quand il décide quelque chose, il est très sensible aussi, et quand il décide quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est ce que j'aime avec lui, il est opiniâtre. Alors que je dise bien, il est sensible, mais ça n'empêche qu'il a quand même une personnalité forte, il sait ce qu'il veut. Et Marvin avait décidé que lorsqu'il était en troisième, il y a une période où les jeunes sont appelés à aller en stage dans le milieu professionnel, et il a choisi d'aller aux Eaux de Monsignerie. Donc c'est déjà assez particulier, donc il y est allé, et en revenant, ça s'est tellement bien passé que le responsable du zoo lui a offert un boa constrictor. Et il arrive bien fier avec son boa constrictor à la maison, seulement moi j'en ai peur. Alors je lui dis, oh, mais c'est super, et il range son boa constrictor bien dans une espèce de carton, de caisse, et malheureusement le boa s'en va. Et le lendemain il a disparu. Marvin est malheureux parce que son boa constrictor est parti. Mais moi, alors je le console bien sûr, et tout au fond de moi, je me dis, mon Dieu, heureusement qu'il est parti parce que j'en avais peur. Mais c'est pour vous dire comment il aime la nature, et même des bêtes les plus particulières. Quels que soient tes choix, quelquefois ils sont particuliers, ce ne sont pas des choix ordinaires, mais quels que soient tes choix, je continuerai à te suivre parce que je crois en toi. Votre maman, Nicole Pranzola. Un boa constrictor quand même. Je suis touché. Ouais. Ouais, là vous m'avez touché. Là. Ouais. Ouais. Bah, c'est une maman, forcément, ça touche. Lorsque je serai, je pense, assis en âge de raconter à mes petits-enfants des choses, ce message sera encore là. Merci. Ouais. Et alors, votre maman? Ma mère? Qu'est-ce que je peux vous dire de ma mère si ce n'est que... Vous dites tout? Vous avez tout dit? J'ai rien à dire de plus. On part vers la musique? Oui, s'il vous plaît. On conclut en beauté. Même si on a eu une belle émission, on conclut avec une belle fin de la musique. Qu'est-ce que vous souhaitez partager avec nous comme musique? Alors, j'ai écouté dernièrement une reprise d'Aznavour par un chanteur qui s'appelle Taiki, que quelqu'un m'a fait connaître. Et la chanson m'a touché pour ses mots. Alors, elle parle d'homosexualité. Je sais que c'est quelque chose d'atypique, mais la chanson est superbement bien écrite, en fait. Je trouve les paroles au poil. Et j'ai une vraie connexion avec les mots en général. Donc voilà, c'est l'une des musiques que j'écoute en ce moment. Et ouais, très très bien écrite. Mais vous qui êtes poète, du coup, vous retrouvez dans ce qui est dit? Ben forcément, dans la beauté, parce que cette musique me donne... Enfin, cette musique renvoie une espèce de détresse. Et j'ai discuté dernièrement avec quelqu'un qui a du mal à simplement faire sa famille accepter ses choix. Et c'est une vraie détresse, en fait. C'est une vraie détresse. Je trouve ces personnes-là courageuses. Courageuses d'assumer ce qu'ils sont jusqu'au bout. C'est même pas une question d'assumer, parce que assumer, ce serait donner un côté comme si c'était pas normal. Négatif. Je pense que nous sommes des âmes avant d'être des corps, et que les connexions entre les âmes n'ont pas de loi. Si certaines personnes choisissent d'aimer le même genre qu'elles y aillent. Qu'elles y aillent. Et lorsque je vois des gens se tenir debout et se battre pour l'amour, je trouve ça super louable. Et cette musique
Je trouve qu'elle est magnifique. Si vous l'écoutez avec, voilà, dans les détails, de toutes les façons, Aznavour, c'est un génie. Mais dans les détails, les mots, tout est bien pesé, tout est nickel. Merci beaucoup. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.